Donc, je vais vous partager mon écran, comme ça vous verrez un peu ce que... Alors, en guise de rappel, par rapport à la stratégie dans laquelle on était, on se positionnait, enfin, si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de ça. Donc, on a construit l'objet de notre stratégie, on a réfléchi un peu à notre clientèle, tout ça. J'espère que vous avez bien réfléchi aux produits que vous allez vouloir vendre pendant la période de Pâques. Et là, donc, on va essayer de voir comment on peut préparer les éléments et donc utiliser des outils 100% en ligne. L'idée, c'est que le stagiaire ne va pas besoin d'avoir un outil sur le PC, il va besoin quel que soit le dossier d'infographie, de création de quoi que ce soit. L'idée ici, c'est peut-être de sortir un petit peu des outils PowerPoint classiques, des choses comme ça. Je vois Christine faire comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être qu'elle va nous expliquer. Je vous entends très très mal. Ah. Ça grésille, affreux. Je n'entends plus du tout là. Tu peux tout recommencer tout ce que tu as dit là, si tu n'ai rien compris. Bon. Et est-ce que là, ça va mieux? Oui, ouais. Ça va là. Là, c'est bon. OK. Donc, je reviens sur ce qu'on a discuté la semaine dernière, donc au niveau de la stratégie commerciale. Il n'y a pas beaucoup de son par contre, c'est normal? Il n'y a pas beaucoup de son. Vous ne m'entendez pas bien? Non. Non? Moi, j'ai pas de casque aujourd'hui. Non, ça va. Ça va, ouais. Ouais, si, vous m'entendez ou pas? Bon, je vais chercher les écouteurs. Moins bien que tout à l'heure. Il faut que je m'approche? Je vais mettre des écouteurs. OK. Donc, sur ce qu'on a discuté la semaine dernière, donc on a parlé de la stratégie, on a créé un petit peu le contexte de cette stratégie. Là, l'idée, c'est de préparer les éléments visuels. Donc, de mettre en place des ateliers peut-être pour vos stagiaires où ils vont créer des infographies, où ils vont créer des visuels pour pouvoir les diffuser. Alors, dans l'idée, c'est d'avoir peut-être un visuel, au moins un visuel commun à votre campagne qui va se retrouver à la fois sur votre emailing, à la fois aussi sur les réseaux sociaux quand vous allez publier sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être une image d'un format pas trop grand, pas trop large, pas trop ainsi de suite. Ça, c'est le premier élément que vous pouvez mettre en place. Il y a peut-être un autre élément que vous pouvez mettre en place, c'est peut-être de créer une infographie plus grande pour, par exemple, les catalogues communs ou choses comme ça. Dans l'idée, c'est de sortir peut-être des sentiers battus type PowerPoint, type Word, type choses comme ça, mais de pouvoir aller vers des outils 100% en ligne et donc de ne pas être dépendant à la fois de ce que le stagiaire pourrait avoir sur son ordinateur comme outil, mais vous allez pouvoir du coup les mettre sur des outils 100% en ligne. Là, l'avantage dans cette période un petit peu compliquée, c'est que vous pourriez très bien, dès demain, par exemple, leur dire « essayez de me construire un ou deux visuels ». Et vous voyez qui c'est qui a construit le visuel le plus pertinent ou le plus pratique par rapport à ce que vous attendiez de votre communication commerciale pour pouvoir du coup mettre ça en œuvre. Alors, je vous propose d'aller sur Canva. Est-ce que tout le monde a pu se connecter dessus? Donc, le site canva.com. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un, ça prend 2 minutes. L'idée, c'est que vous mettez votre adresse email, vous créez un mot de passe, ils vont vous demander par mail de confirmer votre adresse mail. Restez bien sur un compte gratuit dans un premier temps. Et on va découvrir tout ce qu'il est possible de faire. L'avantage de Canva, c'est Ça grésille énormément. Hein. Je ne sais pas si toujours les autres… Ah oui. Oui. Je ne sais pas si les autres, ça fait pareil, mais… Dans ce cas-là, je vais changer d'ordinateur. Ne quittez pas. Et je vous rejoins dans 1 minute. Oui, merci. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je me suis connectée gratuit, je n'ai pas du tout le même écran et on ne m'a pas demandé de mot de passe, rien du tout. Je me suis loguée avec mon adresse Gmail, tout simplement. Oui, avec Gmail, tu n'as pas besoin de mot de passe. D'accord, ok, merci. Merci. Tu as juste une confirmation, parce que j'ai fait la même chose. Ouais, d'accord. C'est comme ça que j'utilise.
Vous en avez profité pour faire des blagues en mon absence. Voilà. Non, non. Est-ce que du coup, vous m'entendez mieux? Oui. Oui. Oui, Moi, je c'est trouve. plus fluide. Moi, j'ai pas de souci. Ok. Je vais aller voir. Alors, hop, le temps que je retrouve tous mes petits sur cet ordinateur-là. Tac. Partager l'écran. Ah tiens, sur celui-ci, c'est tout différent. Bien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui? oui, oui, sans souci. Ok, donc sur Canva, vous allez pouvoir créer plusieurs choses. Vous pouvez soit créer une affiche, soit créer un logo, soit créer une vidéo, soit une petite présentation, un flyer, une carte, une infographie. Il y a différentes choses que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez mettre des cartes de visite, des CV. Donc ça, c'est étoffé quand même sur beaucoup de choses. Vous avez des modèles. Donc l'idée, c'est de ne pas vous faire partir complètement à vide. Hein. Modèle d'affiche, modèle de CV, modèle de document A4, modèle de publication, par exemple sur Facebook ou autre. Publication Instagram, parce que le format n'est pas tout à fait le même. Modèle de couverture Facebook, puisqu'on peut avoir différents formats, ainsi de suite. Modèle d'infographie. Alors, les infographies, souvent, sont des éléments un peu plus en hauteur, en longueur. On va expliquer, par exemple, un process, étape 1, étape 2, étape 3, ou alors, on peut faire des petites animations aussi pour les réseaux sociaux. Canva a tendance à essayer de vous rendre créatif quand vous ne l'êtes pas, c'est bien. Ça vous donne des idées, des inspirations. Faire des cartes, faire des choses comme ça. Après, vous pouvez même essayer. Qu'est-ce qu'il en est du pack? Et des petites infographies. Voyage pack, vous pouvez utiliser le modèle. Alors, c'est sûr que si vous voulez vous démarquer, vous pouvez pas prendre le premier modèle. Plus moi, je remarque que c'est possible de couper le micro de les apprenants. C'est bon. Et le micro de qui? Yes, c'est possible. Donc, ne prenez peut-être pas forcément le premier modèle qui vient, sauf si c'est pour vous entraîner, effectivement, parce que sinon, vous ne serez pas très originaux par rapport aux autres, ou pas très créatifs non plus. L'idée, c'est d'en prendre un, peu importe lequel, et de dire, tiens, je vais utiliser ce modèle-là, par exemple, et puis ça permet de démarrer, de commencer à créer un petit peu. Voilà. Et là, on découvre un outil intuitif. Alors, si c'est votre premier, vous avez du coup même un tutoriel qui va vous expliquer de A à Z comment ça peut fonctionner. Vous allez trouver un outil intuitif qui vous permet d'avoir au milieu donc, ce que vous êtes en train de créer. Vous pouvez avoir plusieurs pages, plusieurs éléments, ainsi de suite. Et vous allez avoir sur la gauche les outils qui vous permettent de travailler. Donc, au départ, vous choisissez un modèle. Vous avez des photos qui sont... vous avez une sorte de galerie de photos que vous pouvez utiliser selon votre compte, mais vous pouvez très bien aussi aller chercher des photos sur votre ordinateur.
c'est pas ce que je cherchais. Voilà. Donc, je peux très bien chercher les photos parmi la thématique Pâques. Voilà. Ensuite, je vais avoir des éléments que je peux mettre dessus, des formes, des cadres, des stickers, des graphiques, faire des dégradés de couleurs, des lignes, des choses comme ça. Je peux placer du texte, je peux inclure de la musique, des vidéos. Même le coronavirus, il est là, vous avez vu? Pardon? Même le coronavirus est en Même le élément. coronavirus. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des infographies concernant le coronavirus, donc ils vous ont mis même des éléments où vous pouvez dire, tiens, je vais prendre un docteur. Ah oui, d'accord. Voyez. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, sur la gauche, vous allez trouver un certain nombre d'éléments, un peu comme quand vous êtes dans PowerPoint et que vous voulez insérer quelque chose de nouveau. Je peux insérer du texte et ainsi de suite. Et je vais pouvoir faire glisser ces choses-là directement sur mon infographie. Ou je peux aller prendre un élément ici de mon infographie et puis dire, tiens, je vais le redimensionner. Je vais changer telle photo, ainsi de suite. Donc, c'est un outil assez intuitif. Si par exemple, j'ai envie d'écrire autre chose que solde de Pâques, je vais mettre promotion. Et là, du coup, je me rends compte, tiens, ça ne rentre pas, donc il faut que je change ça un petit peu. Par contre, sur les photos qu'on va prendre sur Canva, il y aura toujours le filtre Canva. Alors, il y a le filtre Canva, je ne sais pas. Ça dépend si vous prenez des photos gratuites ou pas. Et là, on rentre dans la notion et la problématique de droit. Est-ce que vous avez pris des photos qui sont libres de droit? Ou est-ce que vous allez chercher justement à prendre des images qui sont voilà, qui font partie, par exemple, des images à acheter. Vous avez des bibliothèques d'images où vous pouvez acheter des images, hein, parce que celui qui l'a créé a peut-être aussi envie d'être rémunéré. Donc, c'est vous qui voyez un petit peu ce que ça va donner après. Normalement, vous allez pouvoir visualiser. Ah, oui, voyez. Vous voyez ici, j'ai deux images qui sont premium. En fait, ce sont des images qui, normalement, coûteraient 2 €. Mais je peux très bien remplacer ces images par d'autres. Hein. Je peux dire à la place de cette photo-là, je peux aller chercher une photo que je télécharge depuis mon ordinateur. Télécharger une image, une vidéo, tac, et je peux aller chercher des images. Peut-être que j'en ai sur mon OneDrive, par exemple. Hop, c'est mon image est arrivée. Et donc là, je peux très bien dire, j'enlève ces images-là et je vais en mettre une autre. Alors peut-être que ça ne me plaît pas d'avoir un découpage comme ça, c'est à voir, c'est en fonction de ce que je peux faire. Mais je peux très bien mettre cette image ici. Hop. Tout va fonctionner avec du cliquer-glisser. Donc là, j'ajuste par exemple le texte, où est-ce que je vais le mettre, est-ce que mon image elle est bien calée ou est-ce que je vais la déplacer un peu.
Alors, peut-être qu'effectivement, mon texte, il n'est pas très pratique à cet endroit-là. Il faut peut-être plutôt que je déplace ça, que je vais aller mettre ça ailleurs. Ou que je réorganise mes textes différemment. Donc là, en fait, l'idée, c'est que vous puissiez faire appel à votre créativité comme bon vous chante, hein, un petit peu. Dire que, par exemple, tiens, on va plutôt mettre ça dans une bulle. En image libre de droit et gratuite, il y a le site Pixabay qui est bien. XAD, est-ce que vous pouvez partager le lien? Pixabay, oui. Je vais beaucoup là-dessus, moi. C'est bon. Vous voyez qu'on peut définir au départ une forme et dire plutôt que mon image, elle est dans une forme, par exemple. Voilà. Alors, on ne voit pas trop bien la forme en elle-même. Voilà, donc là, c'est devenu moche. C'est pas ce que je voulais. Je ne vais pas le mettre devant, je vais le mettre derrière. Je vais le mettre à l'arrière. Vous voyez qu'on peut vite faire des choses très moches. Surtout que moi, je ne suis pas un grand créatif. On n'a pas tous les mêmes compétences à ce niveau-là, au niveau graphisme. On le voit quand on fait les productions catalogues ou les promos, selon les stagiaires, on a des choses très variées. Ouais. Oui, on peut avoir des choses très, très rigolotes. Faire reculer la niveau. On a des choses très, très variées. Là, simplement, ce qu'on voudrait, en fait, c'est dire, on fait une image qui a un certain format et que je peux construire 100% en ligne. C'est surtout ça l'avantage. Donc, mon stagiaire n'a pas besoin de logiciels, de choses comme ça. Alors, là, je vous ai partagé un petit peu mon écran. Je fais des choses qui ne sont pas super belles, mais j'aimerais bien voir un petit peu vos écrans à vous. Ça y est, on voit des images. Donc, quid de ce que vous êtes en train de construire? Est-ce que quelqu'un a envie de partager son écran pour montrer un petit peu Juste une question. Quand on télécharge justement des images, là je suis sur le site Pixabay, on peut télécharger gratuitement avec des dimensions d'images différentes. Il est préférable qu'il n'y ait pas trop de pixels sur certaines images, ou enfin, pour pas qu'elles soient trop lourdes après sur notre production. Je ne sais pas, il faut respecter une dimension ou pas? Rien ne vous empêche au départ de faire quelque chose de super grand et ensuite de le réduire. Pourquoi pas, hein, personnellement, je pense quand même que c'est peut-être plus pratique de dire on cale déjà d'entrée de jeu à peu près la taille de ce qu'on veut faire. Alors, surtout qu'il y a des tailles standards un petit peu, surtout pour les réseaux sociaux, mais aussi, par exemple, pour votre… Si votre infographie ou si votre image, elle passe pour les réseaux sociaux, elle va passer aussi assez facilement pour vos emailing. D'accord. Donc, c'est peut-être bien au départ déjà de se caler un petit peu sur tout ça. Après, je pense qu'on y est. Taille standard. Image. Il y a un bon site qui donne un petit peu les il y en a eu plusieurs. Mais Hakim avait commencé à partager quelque chose et il a vite arrêté. Oui, mais je vais le remettre. Ça avait l'air créatif.
On essaye. Le fait d'avoir changé d'ordinateur, et j'ai un peu moins tout à disposition comme avant. Alors, il existe déjà un outil qui s'appelle birn.net qui permet de redimensionner une image. Je vais vous partager le lien. Ça permet de les redimensionner ou de les retailler si vous avez des images qui sont trop grandes et que vous voulez retailler ça un petit peu différemment. Il existe aussi un logiciel complet en ligne, mais on en reparlera tout à l'heure, qui permet de retoucher complètement des photos. Si vous avez des photos et que vous voulez enlever quelqu'un dessus, ou chose comme ça, ça s'appelle Photor. On Voilà. récupère une photo sur son ordi avec Canva. On va insérer des photos. Oui, vous pouvez insérer une photo depuis Canva. Je vais vous repartager mon écran, je vais vous montrer. Donc, ici, vous avez la partie téléchargement. Ah oui. Et donc là, vous pouvez monter des images. Vous cliquez sur télécharger une image ou une vidéo. Et vous allez pouvoir choisir ce que vous avez dans vos images, dans votre ordinateur. Ok, merci. Si vous avez besoin d'un logo, par exemple, pour quelque chose. Tant que ça s'affiche chez moi, ce sera un peu long. Dès que vous choisissez une image, elle va monter. Hein. Et après, vous la retrouvez, vous n'avez pas besoin de la retélécharger à chaque fois. Il vous suffit de la faire glisser là où vous avez envie de la retrouver. Vous pouvez aussi simplement la retailler en termes de... Oups.
En fait, vous allez vous retrouver avec des choses qui sont très intuitives puisque vous allez être à peu près sur le même type de réflexe, en tout cas numérique, que si vous étiez sur PowerPoint ou ailleurs. Normalement, vous ne devriez pas avoir trop de soucis. Alors, qui c'est qui partage un peu son écran pour montrer ce que vous fabriquez comme belle infographie? Personne n'ose. Je ne fais pas grand-chose pour l'instant. Je regarde ce que vous faites. Là, j'essaie de bouger, mais... Moi, mon problème, c'est que je suis obligée de me mettre sur un autre navigateur. Parce que quand vous partagez votre écran, je ne peux rien faire, moi. Je ne peux plus faire autre chose. Donc, je suis sur Chrome pour ouvrir Canva. D'accord. Et après, une fois que je suis sur Chrome, je ne sais pas comment partager mon écran. En fait, il faut revenir sur la visio et en bas, vous avez partagé l'écran. Et vous choisissez de partager tout l'écran ou juste une fenêtre comme vous avez envie. Ah, Christine nous a partagé le sien. Voilà. Ah, ben ça devient joli. En fait, j'ai fait des copier-coller là, pour avoir la charte graphique identique parce que je ne savais pas comment la trouver à gauche. Là. Ouais. Donc, je me suis dit, autant garder la même charte, c'est ce qu'ils disent toujours. Donc, bien sûr. Voilà. Donc, j'ai créé un nom puisque ça n'existe pas. Et puis, c'était un nouveau pack 2020. Voilà. J'ai pris des photos. J'ai mis un truc qui n'existe pas là aussi. Voilà. Pas encore. Il y en aura peut-être un jour. Pas encore. Voilà. Il ne faut jamais fermer les choses. Ouais, j'ai bien compris que ce ne serait pas pour tout de suite. Ah bon. Après, c'est effectivement, au départ, vous n'êtes pas obligé tout de suite de mettre des liens ou des choses comme ça. Hein. Ce n'est pas le but de l'infographie. Là, vous êtes surtout sur la construction du visuel. Oui, tout à fait. Que ça. Et, et ce qu'il y a surtout, c'est que vous pouvez essayer. Alors, il y a cet outil-là maintenant que vous êtes en train de découvrir et c'est bien. Le but, c'était de vous mettre dessus. Il peut y en avoir d'autres, par exemple Pictochart, mais qui est en anglais, donc il est un peu plus compliqué d'abord. Il y a plusieurs outils comme ça sur lesquels vous pouvez mettre vos stagiaires. L'idée, c'est que du coup, ils vont pouvoir eux aussi en découvrir quelques-uns et puis ils ne se cantonneront pas forcément à un seul outil en particulier. Vous avez plusieurs options quand vous avez terminé un peu votre image. Alors après, vous n'allez pas devenir un pro de Canva en 10 secondes. Hein. On est bien d'accord. Néanmoins, vous vous êtes quand même là déjà rendu compte que ça peut aller quand même assez vite. Vous avez la possibilité toujours d'enregistrer, de créer même des dossiers pour enregistrer ça correctement, de la dupliquer ou surtout, et c'est ça qui est important à la fin, c'est de la télécharger. Donc là, lorsque je vais la télécharger, je vais prendre un format par exemple PNG, qui est un format qui est bien pratique pour le web. Vous voyez que du coup, je n'ai pas du tout d'images qui sont payantes, donc il me proposera d'y aller en direct. Hein. Et je peux... Non, j'ai failli cliquer sur quelque chose qui est dans Canva Pro. Si je dis télécharger, il va préparer mon design. Et là en bas, j'ai... Quand je vais dans mon dossier téléchargement, je vais voir ici directement. Voilà. Mon fichier PNG, mon fichier d'image. Alors, il est clair que sur ces outils-là, je ne peux pas forcément partager, en tout cas pas dans la version de base, je ne peux pas partager mon infographie en termes de composition, c'est-à-dire dire, tiens, je vous donne le modèle, et puis vous reprenez exactement le même et vous changez juste les textes ou choses comme ça. Dans ce cas-là, il faut être à plusieurs connectés sur le même compte.
pour ça, ou alors il faut avoir un Canva Pro qui permet de partager ses propres modèles ou choses comme ça. Quand je reviens sur la partie d'accueil, je peux retrouver tous mes designs en main que je viens de faire. Non, pardon. Ouais, enfin, effectivement, là, ça prête à confusion parce que lorsque je vais sur mon design à moi, ici, ah ça y est, maintenant il s'est mis à jour. Donc là, je vais effectivement avoir un aperçu. Avant, l'aperçu n'était pas à jour. Donc, je peux le renommer. Tac. Alors là, par exemple, c'est mon visuel numéro 1. Pourquoi je dis visuel numéro 1? Parce que peut-être qu'il serait intéressant d'en avoir plusieurs à des formats différents, de telle sorte à pouvoir... voilà. Alors là, je vous montre aussi un autre outil qui simplement donne un petit peu les formats. Ça peut être intéressant de voir un peu à quoi on est mangé sur les réseaux sociaux. Une image, par exemple, de couverture dans Facebook, elle fait normalement 850 par 315. Un icône Facebook, ça sera plutôt du 180 par 180. Un icône Twitter, ça sera plutôt du 400 par 400. Vous voyez que selon les réseaux sociaux qu'on utilise, on a différentes tailles. Tout à l'heure, tu as pris du PNG, c'est parce que ça prend moins de place, c'est ça? Alors, le PNG est un format compressé qui, effectivement, permet plusieurs choses. Il permet non seulement de garder des couleurs en 24 bits, donc une palette de couleurs quand même très étendue, et il permet surtout, quand on l'utilise sur le web, éventuellement de désigner soit une couleur, soit une couche chromatique qui devient transparente. Oui. Ça peut être assez pratique quand on veut l'incruster après ailleurs dans une page web. Si maintenant vous créez votre visuel, il est carré ou rectangle, chose comme ça, le fond est blanc et vous allez mettre quelque chose. Vous pouvez après dire que cette couleur blanche devient transparente. Ce qui vous permet, le jour où vous l'incrustez sur une page web qui, elle, a un fond de couleur, de ne pas avoir un rectangle blanc dans lequel vous avez votre logo, par exemple si c'était votre logo, mais d'avoir cette partie blanche qui devient transparente. D'accord. Alors, si par contre, à l'intérieur de votre logo, vous aviez du blanc aussi, ce blanc devient transparent lui aussi, donc là, ce n'est pas pratique. Dans ce cas-là, il vaut mieux mettre ça sur un fond, je ne sais pas moi, une espèce de vert canari ou n'importe, et puis dire ce vert canari deviendra transparent quand on l'utilise. Ça, c'est les avantages du format PNG. Ce que vous ne retrouvez pas dans le format JPG. Le format JPG, c'est plus un format surtout utilisé pour des photos ou choses comme ça. La différence, par contre, c'est que JPG, vous pouvez choisir le degré de compression. Donc, vous pouvez dire, bah, je compresse mon image avec une perte de qualité, forcément, mais vous pouvez compresser un petit peu tout en gardant la taille de l'image ou choses comme ça. Donc, chaque format d'image a ses spécificités. Et c'est vrai que sur le web, on utilise de plus en plus le PNG. C'est quand même un des formats d'image les plus utilisés, surtout quand on fait des infographies ou choses comme ça. Après, vous avez vu que dans votre Canva, vous pouvez également télécharger ça en PDF. Alors ça, c'est bien, surtout quand vous faites par exemple des infographies de tailles différentes. Par exemple, vous voulez faire une infographie qui est une taille d'un A4, par exemple, bah, pour votre promo de Pâques, pour le catalogue commun, ou bah, là, ça sera peut-être pour le prochain, parce qu'on a refermé la page, mais pour quand vous voulez envoyer une promo sur un catalogue commun, comme on fait régulièrement, et ben, ça vous permet de dire, OK, on fait un A4, et puis on le télécharge en PDF directement. Vous avez également la possibilité de faire des infographies plus longues, donc qui, elles, normalement, sont vraiment là pour faire que une présentation sur le web. À titre d'exemple, si je reviens sur Canva, je vais vous repartager.
Donc, si je viens sur l'accueil, je dis je veux faire une infographie. Par contre, logo, affiche, CV, document A4, là, ils sont déjà bien taillés. Voilà, je vais en prendre un pour une infographie. Peu importe ce que j'ai pris, c'était juste pour vous montrer. L'idée, là, j'ai par exemple une timeline. Donc, une frise chronologique, chose comme ça, donc, sur lequel je vais pouvoir ajouter ce que je veux, changer les textes, ainsi de suite. À la sortie, quand je vais vouloir télécharger cette image, elle va être très longue, très grande. Donc, elle est vraiment taillée que pour mettre sur une page web. C'est un format qui est de plus en plus utilisé, notamment aussi sur les réseaux sociaux, choses comme ça, de pouvoir mettre ça. On s'était par exemple inspiré de ce type de format-là pour vous faire une infographie sur les dates des foires. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez vu passer cette infographie. Alors, on l'a créée sur Pictochart. Qui est un autre outil que je peux vous montrer. Voilà. Alors, Pictochart se présente, quand vous êtes sur une infographie, il va se présenter un peu de la même façon. Donc, je vais vous montrer par exemple le visuel qu'on a fait sur les foires. Il n'est pas à jour en termes de date maintenant, mais vous voyez que là, donc on est sur un outil différent, c'est pas Canva. Néanmoins, on est sur le même principe. On a sur la gauche tous les éléments qu'on peut utiliser et on peut les faire glisser du coup à droite, ainsi de suite. Donc, si j'ai besoin d'une photo, je peux aller chercher soit une photo dans la galerie d'images, ou ainsi de suite. Et puis la faire glisser, la retailler. J'ai cliqué 2 fois, je n'ai pas besoin de 2, donc je peux cliquer sur supprimer. Voilà. Vous voyez que je suis exactement sur le même concept où je dis je peux mettre des images, je peux mettre du texte, je peux changer la taille, je peux le bouger, le mettre ailleurs. Et là, en fait, qu'est-ce que j'ai? J'ai une infographie qui est longue. Donc, effectivement, j'ai plusieurs sections. Alors, pourquoi est-ce qu'on a défini des sections? C'est parce qu'ensuite, elle peut éventuellement être découpée. Donc, à titre d'exemple, cet outil, quand je vais demander de télécharger, je peux donc le télécharger au format PNG, ça me fera une seule image, tout va bien. Mais je peux éventuellement le télécharger en PDF et dire je veux des blocs. Que va-t-il se passer lorsque je demande des blocs? Eh bien, il va me faire des coupures de pages à chaque section de mon image. Alors, c'est plus ou moins heureux, mais voilà, ça m'a découpé mon fichier en plusieurs pages. Donc, ça peut éventuellement le rendre imprimable. Voilà le principe de mettre des... Et c'est du format A4 par défaut? Au début, on définit la taille de ces pages ou de ces blocs ou... Non, parce que là, alors zut, je reviens sur ce que je viens de télécharger, si je le vois. Non, il l'a mis. Je reprends. J'aurais dû l'enregistrer d'abord. En fait, non, ce n'est pas du format 4. Là, il va me faire une première page qui a un format un peu différent parce que mon texte, il est plus court. Et je peux très bien avoir dans un PDF des pages qui ont, des formats tout à fait différents. Vous voyez que ma première page, elle est plus courte. Ma page suivante, et ce n'est pas forcément un A4, ma page suivante, elle est différente aussi, ainsi de suite.
comme le PDF que je vous ai partagé sur la stratégie commerciale, qui sont des diapos PowerPoint, et qui donc, oui, mais à coup de pas, je n'ai pas utilisé un outil d'infographie pour le faire, j'aurais peut-être dû, et qui du coup vous génèrent des pages qui ne sont pas des pages standards A4. Ouais. D'accord ? Parce que le principe, ce n'était pas forcément de l'imprimer, le principe, c'est peut-être de l'utiliser simplement en affichage web. Oui, tout à fait. Voilà. On a encore les réflexes papier, en fait. Oui, mais c'est ça, on a toujours envie de revenir sur du papier. Alors, vous voyez, Piktochart, dans les téléchargements, alors au départ, vous propose du PNG, mais vous peut vous proposer un PDF ou voir maintenant, tiens, c'est nouveau, je ne l'avais pas vu, un PowerPoint. Vous choisissez la qualité et de mettre… Alors, des blocs, ça, c'est quand vous avez plusieurs étapes dans votre infographie. Mais si vous revenez sur une infographie simple ou un petit visuel simple, c'est qu'Evan nous avait créé, par exemple, pour la Saint-Valentin, voilà, une infographie. Celle-ci avait été utilisée sur les réseaux sociaux pour les offres Saint-Valentin. Donc, il avait prévu une zone, il n'a pas mis le lien, hein, il avait juste prévu une zone pour qu'on puisse créer un espace cliquable. Il avait créé les éléments et tout. Et puis ensuite, quand on le télécharge, on pouvait choisir donc PNG, PDF. Voilà. Mais on n'est pas du tout sur de l'A4. On est sur 1000 pixels par 800 pixels. Alors, je pourrais très bien dire, je reviens sur de l'A4. Pourquoi pas, hein. Si je reviens sur de l'A4, du coup, en fait, j'ai retaillé un peu ma zone. Et en l'ayant retaillé, je vois que j'ai plein de places encore disponibles. Je peux encore faire autre chose. Mais je pense que quand on est sur un visuel qui a destination à être mis sur un emailing publicitaire ou à être publié sur les réseaux sociaux, il ne faut vraiment pas réfléchir à tout ce qu'on peut faire en termes d'A4 ou d'impression. On n'est pas du tout sur ce format-là. Mais rien ne vous empêche de mettre vos stagiaires sur les deux formats. C'est-à-dire, d'un côté, vous les mettez sur de l'A4, par exemple, pour faire une promotion ou quelque chose un peu classique en brochure. D'un autre côté, vous les mettez plutôt sur des formats un petit peu plus rectangulaires ou un peu plus carrés qui permettent d'aller poser ça soit sur les réseaux sociaux, soit sur l'emailing publicitaire. Et comme disait Landry, quand il place ses étudiants dessus, c'était de dire l'objectif de l'infographie, c'est de pouvoir mettre au moins une image, un texte, et de placer tout ça correctement dessus, c'est ça? Est-ce que je me trompe, Landry? Oui, l'idée c'est de donner des éléments que je veux retrouver, peu importe l'outil utilisé. Donc l'idée c'est toujours, ils vont créer des choses, mais ils vont sans doute oublier des éléments, donc de fixer un peu, comme tu as fait lorsqu'on a fait une campagne, d'avoir un guide, une procédure sur des éléments que je veux retrouver. Et qu'ils soient communs à toutes les infographies, qu'on ait toujours les mêmes informations. Peu importe l'outil en fait. Et nous, on l'utilise pour éviter d'avoir des infographies faites avec PowerPoint ou Word, parce que si on leur demande de faire une infographie, ils vont utiliser Word à tous les coups. Un petit peu moins. C'est le premier réflexe qu'ont les stagiaires, c'est d'ouvrir Word. Vous l'avez plus, forcément, ce réflexe-là. Vous êtes devenu 100% digital. Nous, oui, mais bon. Je suis volontairement piquant. Mais c'est un réflexe petit à petit à éliminer. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, vous construisez ça, mais avec autre chose que Word, PowerPoint ou la suite Office. Là, on est vraiment sur du 100% web. Donc, on va utiliser des outils 100% web. Alors, qui c'est qui m'a fait des belles infographies pendant notre… Qui c'est qui veut partager son écran pour montrer un peu ce que vous avez créé en l'espace d'une petite demi-heure? Ouais, moi je peux partager. Oui. Alors moi, c'est pas ce que j'ai partagé des choses qui ont été faites. D'accord. Moi, j'ai fait quelque chose j'ai fait du copier-coller. OK.
J'ai repris moi une infographie de mes étudiants et j'ai modifié des éléments. Mhm. Par exemple pour Pâques. Donc ça, c'est une infographie type A4. Voilà, qui avait été faite et puis que j'ai modifié 2-3 images. Mhm. Puis après, j'ai modifié. Hop, hop, hop. Je me suis fait un panneau d'accueil qu'on affiche à l'entrée. Petite chose qu'on a pu faire. Mhm. Mais sinon, je peux montrer des choses qui ont été faites par mes étudiants. Quelque chose de sympa. Ça, pour changer, il m'avait fait une bannière. Ouais, c'est bien. Voilà, on est là, on est clairement sur des formats Ouais. différents. On n'est pas sur de la 4. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Voilà, ça, par exemple, c'est une bannière qui avait été faite Mhm. pour Halloween. Donc là, l'intéressant, c'est d'arriver dans une campagne marketing, de faire peut-être plusieurs éléments graphiques, une bannière, 2-3 photos type un peu carré, choses comme ça, parce qu'on va pouvoir les utiliser aussi dans les outils d'emailing publicitaire, par exemple. Voilà. C'est bien parce que là, on sort du format habituel A4 où on a l'habitude de travailler et donc de venir vraiment sur des formats un petit peu différents pour montrer aux stagiaires. Voilà, il y a des défis aussi, c'est de mettre suffisamment d'informations dans un petit format comme ça. Mm. Ou de peut-être sélectionner ou de ne pas en mettre trop, de mettre que les informations pertinentes. Voilà. Mais bon, quelques exemples. Mm. L'avantage, on ne l'a pas dit, c'est qu'on peut plusieurs étudiants peuvent être connectés sur un même compte en même temps. D'accord, ça c'est bien aussi. Bon, ça, j'ai pu le faire et ça n'a pas posé de soucis. J'ai une question là. Vous marquez pas document caractère pédagogique Si normalement, alors si je reprends, pour certains, normalement on a un logo pour ça. Mais donc des fois ils l'ont pas mis. Ouais. Après tout dépend de la finalité, si c'est le document qui va être produit ou pas, qui va être diffusé. Si par exemple si je regarde sur celle-ci, on a fait créer il y a quelques années, lorsqu'on a fait la charte graphique, un logo ici. Voilà. D'accord. Et donc ça, c'est notre offre qui avait été réalisée les années passées pour la fête des mères. Donc là, pour vous, l'idée, c'est que vous mettez tous vos étudiants sur Canva et vous sélectionnez après vous élisez ensemble peut-être quelle est l'infographie qui finalement sera diffusée ou publiée. Disons que généralement, on les met par groupe. Mhm. Après, on définit, si on a défini un calendrier, on va peut-être les faire travailler sur des offres commerciales différentes Mhm. pour être toujours sur le même outil, enfin sur la même thématique de création de contenu. Et après, on choisit. Donc, on leur donne un mode opératoire, enfin pas un mode opératoire, une checklist de nous les infos qu'on veut. Ils nous déposent les documents. Et après, on peut aboutir à un vote sur les réseaux sociaux, un vote sur notre site internet. Ou après, si on a deux offres qui correspondent, par exemple, ils ont fait deux offres pour Pâques, est-ce qu'on la destine au même public? Voilà, est-ce que vu qu'on travaille par rapport, on a ciblé des régions et chaque étudiant a un portefeuille client, est-ce qu'on ne fait pas une offre pour leur portefeuille spécifique? Et normalement, l'idée, c'est de produire tous les documents sur Instagram. Après, la finalité. C'est que les étudiants puissent voir leurs travaux. Est-ce que quelqu'un d'autre pendant la session là a créé une infographie et nous montre un petit peu ce que vous avez fait à l'écran? Non, j'ai pas créé. J'ai essayé, mais j'arrivais pas à voir les deux écrans en parallèle, donc j'arrivais pas à vous suivre et à travailler sur Canvas en même temps. Bon, j'ai fait 2-3 petits trucs, mais rien de Alors, Hakim nous propose une belle infographie, très art déco, sympa. avec des effets de transparence sur le camion.
Est-ce que l'outil vous paraît compliqué à utiliser? Non, pas compliqué. Non. Ça va être facile de les mettre. Non, non. Faut y aller. Puis moi, je ferai comme Landry avec mes stagiaires. Hein. On a 2 ou 3 sites et puis même voir travailler en groupe à plusieurs sur le même site, sur la même affiche web et puis les balancer tout seul dessus. C'est intuitif. Hein. Tout à fait. Très intuitif. Ah ouais, franchement. Moi, je ne connaissais pas, je trouve que c'est très sympa. Hein. Intuitif, puis selon l'âge des personnes, les jeunes, ils n'ont pas trop de soucis sur l'utilisation de ces outils, hein, globalement. Quand on a eu Evan en stage, qui est aujourd'hui à 16 ans maintenant, lui, pareil, on l'a mis sur ces outils-là, il ne les connaissait pas, hein, aucun des outils sur lesquels on l'a mis, et il n'a pas eu de problème pour s'y mettre. C'est-à-dire, le temps d'apprentissage a été de 3-4 minutes, le temps qu'on lui explique à gauche il y a ça, à droite il y a ça, et ainsi de suite. Et c'est tout. Et donc, effectivement, sur les jeunes générations, il n'y a pas du tout de problème d'apprentissage. Sur les générations un peu plus âgées, ça peut prendre un peu plus de temps. Parce qu'on a parfois aussi des réflexes en disant, tiens, OK, on est encore sur l'équivalent du PowerPoint, comment est-ce que je fais mon enregistré sous? Est-ce que je vais rester sur ce format-là, puis de l'imprimer après sur papier? Comment ça se passe? Donc, on se pose parfois beaucoup plus de questions que se poseraient peut-être des personnes plus jeunes qui, eux, d'entrée de jeu, ils savent très bien, OK, c'est pour le web et on n'en parle plus. On ne parle pas d'imprimante. Voilà. Néanmoins, c'est bien moi, je pense que là, ça, c'est quelque chose où on peut mettre les stagiaires très rapidement dessus. Vous pouvez très bien, là, pour cette semaine, par exemple, les lancer sur un outil comme ça, parce qu'ils apprendront quand même relativement vite à s'en servir. Ah, Pierre nous a fait une promotion de Pâques, l'atelier du chocolat. Formidable. Donc ça, c'est au format affiche. On ne vous entend pas, Pierre. Est-ce que quelqu'un entend Pierre quand il cause? Parce que moi, je ne l'entends pas. Non. Non. Il doit y avoir un souci de micro chez Pierre. Ah, voilà. Moi, je vous vois, mais je ne peux plus vous parler. Ça y est, on vous entend peut-être, non? Allô? Oui. Pierre? Vous m'entendez? Oui. Ah ben voilà. Bon, si moi j'y suis arrivé, tout le monde doit pouvoir y arriver. C'est une belle affiche en tout cas. Après, il faut juste vérifier que quand vous voulez la télécharger, l'image soit bien libre de droit ou que ça ne vous propose pas de payer 1 ou 2 euros par image. Néanmoins, ça reste quand même des tarifs très raisonnables pour des images qui ont été créées par des gens et qui veulent être rémunérés pour le faire. Bravo. Mais on est bien d'accord que c'est marqué si c'est gratuit sur le côté. Oui, ça sera marqué. Sur chaque image, d'ailleurs, c'est marqué. Oui, c'est marqué, hein. Oui, d'accord. Ouais, sur chaque image. Qui d'autre veut partager ce qu'il a fait pendant la session? Soyez pas timide. Hein. Il n'y a que moi qui ai l'exclusivité de fabriquer des trucs. Moi, je suis sûr que vous avez tous fabriqué des choses très, très jolies. Non, moi je trouve que c'est très simple. En quelques secondes, on peut prendre la main. Après, c'est l'entraînement. Vous avez raison, Jean-Marc. Il faudrait qu'on s'entraîne et qu'on entraîne nos stagiaires à utiliser ces outils pour un peu n'importe quoi. Le jour où vous aurez réussi à faire en sorte que quand vous donnez à vos stagiaires la mission de faire un visuel et qui n'ouvre plus Word ou qui n'ouvre plus PowerPoint, vous avez gagné. Donc, l'utilité, là, c'est de se dire on crée un visuel
Et on va le mettre dans notre fameuse communication en réception, ou à l'émission ou en réception après. C'est ça, D'accord. tout à fait. Donc là, vous créez des visuels. Alors moi, je vous invite à en créer 4, 5, 6 de tailles différentes, de formats différents, de les télécharger en tant qu'image, au moins à ce format-là. Hein. Sauf si c'est par exemple de l'affiche ou choses comme ça, vous pouvez aussi, au passage à côté, le télécharger en PDF, pourquoi pas. Mais d'en faire quelques-uns comme ça, donc peut-être essayer si vous avez le temps cet après-midi, ou ainsi de suite. Et vous verrez qu'après, d'en faire plusieurs a un avantage, c'est que vous gardez une cohérence graphique. Okay. Et on va les réutiliser ensuite, à partir de demain, par exemple, sur votre page d'atterrissage. Donc, préparez peut-être aussi 1 ou 2 visuels de produits. Donc, demain, de les mettre, de les placer, parce qu'on les a créés en ligne et que ça a un format image, demain, de les placer sur une page d'atterrissage. Et vous allez voir que l'outil pour créer la page d'atterrissage est tout aussi simple et tout aussi intuitif. Je ne serai pas là demain. On va regarder le replay. Je suis triste. Donc, pour que vous ratez rien, l'outil qu'on va utiliser demain, j'ai toujours un doute sur l'orthographe. C'est bien ça. C'en est un parmi d'autres. Strikingly.com. Et en fait, là, le but, c'est de vous faire découvrir des outils qui ont tous un petit peu ce même comportement ou ces mêmes fonctionnalités. Vous allez de manière très intuitive avoir sur la gauche tous les éléments que vous pouvez placer. Au milieu, vous avez ce que vous êtes en train de construire. Éventuellement, à droite, vous avez les propriétés de l'objet que vous avez sélectionné ou sur lequel vous êtes en train de travailler. Et vous verrez ce concept-là à la fois sur la page d'atterrissage, comme vous le verrez également sur les outils de création d'emailing publicitaire, qui fonctionnent un peu de la même façon. Une question. Oui, bien sûr. Non, alors, je n'ai pas cherché, mais là, par exemple, sur Canva, si on a choisi un format au départ, hein, mettons affiche, et que ce format-là, on veut le changer dans d'autres formats, c'est possible sans faire de… Je pense que oui, vous devriez pouvoir changer le format. Alors, je n'ai pas cherché, mais bon. Tu fais fichier, télécharger, et après tu changes le type de fichier. D'accord, merci. Alors, par contre, je vois qu'il existe aussi une fonctionnalité qui s'appelle redimensionner et qui, elle, fait partie de Canva Pro. Ah oui, non, c'est pas ça. Non, c'est si. Enfin, ma question, c'était si par exemple je voulais le changer pour mettre sur Facebook ou pour faire un dépliant ou changer le type de modèle en fait. Ah oui, alors le modèle, vous allez tout en haut et vous dites je veux faire un autre modèle, tac, et puis ça vous applique l'autre modèle sur votre infographie. Pensez toujours à d'abord dupliquer votre infographie, comme ça vous gardez ce que vous avez fait. Ouais. Oui, mais par rapport au téléchargement, comme tu disais, moi, je peux bien partager mon écran parce que c'est ce que je viens de faire, en fait. Là, on peut choisir ici. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une fonctionnalité de Canva Pro. Mais on peut l'essayer encore un petit peu, quoi. On peut l'essayer. Après, attention, on reste sur des outils qui sont, en termes de tarifs, ils sont quand même pas excessivement chers. Hein. Donc, et comme dit Landry, on peut avoir un compte et plusieurs stagiaires sont dessus ou tous les stagiaires sont dessus. Donc, on peut très bien aussi, pour l'EP, dire « Ok, ça c'est un investissement sur un outil. On prend une version pro, ça doit être de l'ordre. Il y a des tarifs éducation aussi, et choses comme ça. Donc, mais on n'est quand même pas sur des… voilà. Si on est sur 107 € par an. Canva est gratuit 30 jours, hein, c'est ça? C'est gratuit 30 jours.
Alors non, on peut rester sur une version gratuite ad aeternam. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas ce qu'ils disent, hein. C'est Canva Pro que vous pouvez essayer 30 jours. Ben, on n'a pas trouvé d'autres moyens, hein. Enfin, je sais pas. Là, vous avez créé un compte Canva. Vous n'êtes pas allé sur Canva Pro. Non. Mais c'était marqué 30 jours, hein. Oui, je viens de le faire, moi, pour m'identifier ou le créer, effectivement. Il propose 30 jours gratuits et dessous, on a un visuel avec 2 cases pour Canva Pro avec à l'année ou au mensuel. Et pareil, il y a réécrit 30 jours. Ouais. Mais après, vous pourrez après, il vous reviendra normalement sur un. Je vous repartage mon écran. Normalement, vous revenez après sur un compte où vous êtes. Vous voyez, moi, il me propose toujours encore d'essayer Canva Pro. Donc, vous pouvez très bien être sur un compte gratuit. Ce n'est pas un souci. Donc, c'est Canva tout court, en fait. C'est pas Canva Pro. Ouais. Alors, je pense qu'au départ, quand vous créez un compte, il veut vous faire découvrir toutes les fonctionnalités. Donc, pendant 30 jours, il va essayer de vous faire découvrir les fonctionnalités pro. Moi, du coup, si je vais sur un design, effectivement, il y a des fonctionnalités où il me met la petite couronne, comme pour certaines images. Hein. Et là, il me dit, bah, c'est ça, si je veux l'utiliser, il faut que j'aille sur Canva Pro. Maintenant, quand vous allez dessus et que vous regardez le tarif, hein, si vous payez en annuel 107 € par an, ça reste quand même des choses qui peuvent être intégrées dans le budget de fonctionnement d'une EP. Ce n'est pas des outils qui sont extrêmement chers. On est d'accord? Et est-ce que je m'identifie plutôt avec l'adresse mail d'Accessible ou plutôt que mon adresse Greta pour créer le compte? Il vaut mieux utiliser une adresse d'une EP, surtout si vous voulez que les stagiaires utilisent ce compte. Oui. Oui, après je vais. L'avantage, si vos stagiaires utilisent le même compte, l'avantage, c'est que vous allez au moins pouvoir retrouver après, ici, dans tous vos designs, tous les travaux de vos stagiaires. Oui. Rien ne vous empêche ici de créer des dossiers. Normalement, vous pouvez en créer d'autres. Hein, voilà, créer un nouveau dossier. Je peux dire, bah, par exemple, stagiaire. On est limité dans la création de dossiers en version gratuite. On peut créer combien de dossiers? Je crois que 2. 2, d'accord. Je crois. Si ça n'a pas changé. Ok. Mais on peut au moins en créer déjà 2. C'est déjà ça. Donc ça vous permet de. Après, vous pouvez aussi demander à vos stagiaires dans le nom, par exemple, de mettre dans le nommage des différentes infographies qu'ils ont créées, de mettre par exemple au moins leurs initiales ou quelque chose comme ça. Donc on peut se loguer sur 2 ordinateurs différents, ça marche avec 2. Ouais. C'est possible, c'est ça que ça veut dire, Landry. C'est ça. Oui, mais moi j'ai essayé, il y avait moins 4 ou 5 personnes qui étaient sur le Canva. Sur la même adresse mail, enfin sur le même compte, je veux dire. Oui, enfin ils sont connectés avec nous, on avait une adresse Gmail, donc ils étaient connectés avec une seule adresse. Avec Gmail et donc ils étaient plusieurs. Ouais. Je ne sais pas jusqu'à combien on peut aller, mais version gratuite? Oui, dans la version gratuite. Donc Landry est l'exemple parfait d'avoir utilisé Canva sans payer et d'avoir mis tous ses élèves dessus. J'ai mis quelques élèves, pas tous, parce que. Voilà. Mais effectivement, de toute façon, dans une entreprise, vous n'allez pas mettre 30 personnes d'un coup sur la création d'un visuel ou chose comme ça, parce que vous allez en avoir 30, vous ne saurez pas lequel choisir. C'est peut-être bien de faire des groupes, de dire tiens, aujourd'hui on a 5-6 stagiaires, demain on en a 5-6 autres. Voilà un peu l'idée. Voilà. C'est comme ça que j'ai fonctionné, Jean-Marc. Ils étaient groupe par groupe de 3-4 et puis ils sont répartis les tâches. Il y en a un qui était chargé de faire le visuel, les autres réfléchir un petit peu, justement, de faire un QCP sur à qui il allait s'adresser, etc. Et là, ce qui peut être intéressant aussi de faire, c'est peut-être de dire à vos stagiaires, eh ben, vous allez collaborer avec, en visio, par exemple, et puis travailler ensemble sur la création d'une infographie en ligne.
Donc, ils peuvent être 3-4 à faire une visio. Sur Teams ou quel que soit l'outil, c'est égal. Hein. Et au passage, il y en a un qui partage son écran et qui travaille et les autres donnent des idées et ainsi de suite. Et ils vont co-construire ça ensemble en discutant, en argumentant, en se bataillant, en disant non, je ne veux pas du rouge, je veux du vert. Et voilà, et là, ça permet de leur apprendre aussi à la fois l'aspect de travail collaboratif, à la fois l'aspect aussi création en ligne avec des outils en ligne. Donc, on peut mélanger comme ça 3 ou 4 compétences, acquisition de compétences en même temps. Alors, est-ce que vous aviez des stagiaires qui s'ennuyaient? Là, c'est fini, ils ne vont plus s'ennuyer. Qui c'est qui veut encore nous partager son écran sur ce qui a été construit aujourd'hui? Bien. Moi, je veux bien. J'ai essayé de faire 2 versions. De la même page. Donc là, je vais essayer de mettre une vidéo. Ah, ça ne marche pas. C'est une vidéo que j'avais prise en ligne. Ouais. Bon, elle n'a pas l'air de s'activer. Si, en haut, vous avez un bouton en haut, 0. Ah oui, ouais. Non. Et après, quand vous voulez télécharger, tiens, ça c'est intéressant, qu'est-ce qu'il va vous proposer comme format? Et après, c'est Quand là, vous cliquez sur le bouton télécharger. Ah oui, télécharger. Oui. Vidéo, d'accord. Vidéo. Ah, il y avait une image premium, ok. Donc, si vous remplacez ça par une image gratuite. Ah oui, d'accord, il faut payer, ouais. Ben, c'est juste l'image, hein, c'est tout. Ah oui, c'est l'image. Ah oui, mais donc la vidéo. Donc, si vous mettez une image gratuite à la place de l'image premium, vous avez choisi une image en fait d'une personne qui plonge. Ouais. Voilà. Vous mettez une image gratuite et du coup, vous pourrez télécharger votre vidéo. Par contre, la question, ça sera le format. Est-ce que Landry, tu as déjà essayé les vidéos? C'est quoi? C'est de l'MP4 qui descend? Non, jamais essayé. D'accord. Ah oui, donc oui, il aurait fallu enlever l'image. Si j'enlevais l'image. Effacer. Ah voilà, la vidéo fonctionne. La vidéo fonctionne, voilà. Ouais, celle-là, j'ai enlevé l'image, ouais. Et donc, quand vous voulez télécharger, qu'est-ce qu'il vous propose du coup comme format? Télécharger. Oui, il a l'air de, ça a l'air de. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Abraham Lincoln. Ça, j'y vous rendre philosophe, c'est formidable. Ça permet de patienter. Oui, c'est ça. Puis finalement, vous dites non, je vais annuler, c'était pas bon, mon infographie n'est pas bonne. Voilà. Donc là, je pense que la vidéo s'est ouverte, mais... Oui, si vous allez sur les téléchargements. Voilà, ok, donc ça vous a bien créé une vidéo. Ouais. Ouais. Ce qui était intéressant peut-être, c'est de voir le format de fichier en fait qu'il a créé. L'avantage, c'est que cette petite vidéo-là, bah, vous allez pouvoir la remettre directement sur... voilà, oh, il passe même à la deuxième page. Vous allez pouvoir directement remettre cette vidéo dans, par exemple, une page web. Ouais. Oh, super, je suis contente. Voilà.
Donc là, Vous si voyez que c'est quand même assez souple en termes de format. On peut faire beaucoup de choses, des présentations, des vidéos, des flyers, des cartes, des logos, des brochures, une invitation, un fond d'écran, des CD. attends, il faudrait sortir maintenant. Et c'est un outil qui s'est beaucoup enrichi et qui s'enrichit encore. Je n'arrive plus à... j'arrive pas. Jean-Marc, moi j'arrive à enregistrer, mais uniquement sur Canva. Est-ce que je peux enregistrer sur mon ordinateur? En fait, il faut cliquer sur télécharger et récupérer du coup votre... Télécharger. D'accord, merci. Mais vous allez récupérer en fait le produit fini, c'est-à-dire l'image. Ou en PDF s'il propose un PDF. Je vais faire vous retrouver. Télécharger. Je ne vous avais pas retrouvé. Bon, je... On va essayer, attends, j'essaye de remettre. Ouais, c'est là-dessus. Ça y est, vous ne voyez plus mon écran là, c'est bon? Oui, on le voit encore. Ah, vous le voyez encore? Alors, comment je fais? J'ai plus le menu en bas. Il doit être en haut, non? Attends, ah oui, voilà, ça y est. Non, là, il est en pause. Vous avez un petit truc rouge normalement pour l'arrêter. Ah oui, voilà, ça y est. Télécharger. Qui d'autre veut nous partager son écran? Montrer la belle infographie créée du jour. En fait, la question va se poser parce que moi, pour télécharger, on me demande de payer quand même. Parce que vous avez pris des images qui ne sont pas gratuites. Vous croyez? Ça se peut. Oui, pour moi, tout à l'heure, ça bloquait. Puis finalement, après, quand j'ai enlevé l'image, j'ai pu télécharger. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, c'est soit vous restez sur des visuels gratuits ou des visuels que vous importez à partir de votre ordinateur ou choses comme ça, soit vous choisissez dans leur galerie, mais dès que vous avez une petite couronne, c'est une image qui sera payante. Donc, on vous demande 1 €, 2 €, 3 € pour la photo. J'ai fait une capture d'écran. Oui, ça marche aussi. Et c'est pour ça que vous avez la grille d'ailleurs sur l'image Canva. C'est pour limiter les possibilités de capture d'écran ou autre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a essayé ce matin? Sophie nous souhaite une bonne journée. On lui souhaite une bonne journée aussi. Et sinon, entre Canvas et PictoChart, est-ce qu'il y a des différences On trouvera toujours des petites par rapport à l'autre? fonctionnalités. Oui, on trouvera toujours des petites fonctionnalités différentes. Par exemple, dans PictoChart, où on va définir ces zones qui permettent de couper un document sur plusieurs pages ou des choses comme ça. Oui, on en trouvera. Mais Canva est quand même le plus facile d'accès, effectivement. En plus, il est en français. PictoChart, il est en anglais. Donc, c'est vrai qu'il y a différents outils comme ça qui existent, qui sont à découvrir. Je peux vous en nommer quelques-uns. On a aussi Chartblocks, par exemple. On a Easily, Infogrames, Plaisy, Snappa, Vengage, Visme, il y en a plein. Donc, il y en aurait plein à découvrir. Après, je pense que d'avoir une pléthore d'outils, ce n'est pas forcément le plus pertinent. Je pense que c'est bien de se caler sur 1 ou 2, voire 3 maximum, et de dire, OK, on met les stagiaires sur ce genre d'outils-là. Ça ne sert à rien d'en avoir 15, c'est pas... sauf si vous en découvrez des nouveaux qui ont des utilités très particulières ou choses comme ça. Mais sinon, non. Je pense que le plus sage, c'est d'en avoir 2 ou 3, et puis de les maîtriser, et par contre, de bien créer des process pédagogiques dessus, en disant, voilà, vous demandez à vos stagiaires de faire les différentes infographies dessus avec différents formats pour votre campagne. Donc,
de rester focalisé sur l'aspect entreprise que vous voulez développer dessus, c'est-à-dire de dire ça fait partie d'une campagne, donc ça fait partie d'un maillon. C'est un maillon de la chaîne pour toute ma campagne promotionnelle. En fait, c'est sympa parce qu'on peut vraiment s'amuser, hein. Moi, je trouve ça fantastique, hein. Je vous fais voir. Je me suis inspirée de la vidéo là. J'ai trouvé ça très sympa. Donc, je ne sais pas si ça marche. Quand on fait, donc c'est ça, quand on clique. Alors, je ne sais pas si vous voyez en fait. Avec le dégradé de couleurs, j'ai repris les couleurs initiales. Et puis, ça fonctionne quand même, quoi. C'est sympa. Voilà. Il manque la musique. Je pense qu'on peut en rajouter, certainement. Voilà. Oui, j'ai vu, on peut mettre la musique. Voilà. Après, je pense que ce qui va vous limiter, c'est plus votre créativité, hein, ce n'est pas l'outil. Hein. Oui, sûr. Mais bon. Mais je pense que je passerais beaucoup de temps là-dessus si j'avais que ça à faire. C'est bien déjà. Si on fait avec plaisir. Les stagiaires sont un peu confinés, qu'ils ont que ça à faire, n'est-ce pas? Vous allez nous mettre dessus, ils vont vous faire des jolis visuels pour Pâques. D'ici la fin de la semaine, on va avoir une campagne promotionnelle pour chaque EP qui va être formidable. C'est génial, hein, franchement. Parce que je pense qu'ils vont mettre une petite heure à apprendre un petit peu à comment ça va fonctionner et tout ça, puis après, ils vont commencer à être productifs. Et il marque que que doit faire Firefox, ouvrir avec film et TV par défaut, il y a marqué. Il vaut peut-être mieux d'abord l'enregistrer, puis vous l'ouvrez après avec le classique qui vous va bien pour les vidéos, ou au moins vous pourrez choisir, vous êtes obligé de le retélécharger à 3 fois. Ok. Ouais, c'est sympa. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Non, c'est bien. C'est bien, en 1 heure, on a réussi à vous lancer sur des outils formidables. On va avoir des belles infographies. Comme dit, restez bien sur l'objectif de dire quand vos stagiaires ne seront plus tentés d'ouvrir Word, PowerPoint ou Publisher, parfois aussi, des outils de ce type-là, quand vous voulez faire de la pub, vous aurez gagné. Moi, je voyais qu'il y avait aussi des modèles de CV. Oui. Alors là aussi, si on fait le lien entre ce qu'on fait là maintenant en marketing et ce qu'on fait en TRE, ça va être pareil. L'idée, c'est peut-être de faire des infographies sur quelles sont mes compétences en tant que personne, mes compétences clés, par exemple, pour pouvoir poster ça sur les réseaux sociaux. Mais on peut aussi faire un beau CV, on peut faire différents formats. D'accord. Je vais éventuellement vous montrer en TRE des infographies, si j'en trouve. Yes. Alors, à titre d'exemple, voilà l'infographie de quelqu'un, un CV sous forme d'infographie. On aime, on n'aime pas. Et voilà un exemple. Je vais vous montrer un autre. Voilà quelqu'un qui, ça c'est typique pour la TRE, quelqu'un qui met en place un visuel où il y a simplement les compétences clés, ou ce que la personne a voulu mettre en avant dans sa présentation sur les réseaux sociaux. Avec après des liens pour aller voir la page LinkedIn de la personne ou d'aller voir sa page d'atterrissage, ainsi de suite. Donc, on peut très bien réutiliser ça dans une stratégie de communication personnelle pour pouvoir trouver du travail donc dans la TRE.
J'ai une question un peu bête. Une page d'atterrissage, c'est quoi? C'est ce qu'on va voir demain. Alors, l'idée, quand vous allez, dans votre stratégie de communication, quand vous allez diffuser votre publicité, par exemple par mail ou sur les réseaux sociaux, vous allez, par exemple, sur les réseaux sociaux, poster une des infographies que vous avez créées et vous mettez un lien. Parce que ce que vous voulez, c'est que les gens découvrent vos produits et viennent acheter. Et ce lien, la plupart du temps, le mieux, c'est de les emmener sur une page qu'on appelle une page d'atterrissage. Où ils atterrissent, quel que soit le canal de communication qu'on a choisi, ils vont atterrir sur cette page-là. Et cette page-là vous permet de montrer vos produits, montrer votre promotion, montrer votre événement particulier que vous voulez mettre en avant. Et au bas de la page, de dire soit contactez-nous, soit passez commande à tel endroit, soit… C'est une page où vous concentrez, vous ramenez en fait vos prospects ou vos visiteurs au même endroit pour leur donner envie d'acheter. Ok. Si c'est sur de la TRE, pour leur donner envie de vous embaucher. D'accord. Voilà le principe de la page d'atterrissage, c'est l'objet de l'atelier de demain, où on va découvrir un peu comment on crée cette page d'atterrissage, comment on peut la mettre en œuvre sans avoir de grandes compétences techniques, hein, pas d'HTML, pas de CSS, pas de choses de ce type-là, pas de code. On va simplement créer une page web, la mettre en ligne et dire ok, ça fait partie de ma stratégie commerciale, de dire ok, j'ai une page qui présente mon produit, ma promotion, ou mon catalogue événementiel ou mes soldes, des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec le site web de votre entreprise, ça n'a rien à voir avec votre boutique en ligne, c'est une page d'atterrissage, ça fait juste partie d'une campagne promotionnelle. C'est un des éléments de la campagne. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Ça sera plus clair demain, je pense. Oui, oui. Alors, vous verrez plus clair à la fin. Si on reprend tout le process dont on a parlé. Et pour le site du réseau, qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour mettre les pages en ligne? Là, par exemple, aussi, quand on est redirigé à chaque fois, c'est sur le site web du réseau, non? Pour les sessions… oui, là, pour les sessions. Là qu'on a fait? Oui. Non, justement, les sessions visio, la page a été construite sur Strikingly, sur l'outil qu'on va voir demain. Ah oui, puis elle n'est pas sur le site web du réseau. Non, elle n'est pas sur le site web du réseau. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis… Alors, on utilise notre propre domaine, donc on peut gérer ça. Donc, c'est juste l'adresse qu'on a gérée, mais ça pourrait être… On s'en fout un peu de l'adresse, quelque part. L'idée, c'était… Je vais revenir sur mon grand schéma que je vous repartage. Ce schéma-là dont on a parlé mercredi dernier, notamment. Là, on est donc ici sur cette partie de création des visuels. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, on crée des infographies, on peut créer des vidéos, on peut faire des pitchs, on pourrait faire des livres blancs, quel que soit le format en fait, de ce qu'on a créé. Voilà. Demain, on va créer cette partie-là, la page d'atterrissage. Et nous, au REP, effectivement, voilà la page… Je vous ai fait des mails pour vous présenter les sessions. Au début, je faisais des mails pour chaque session, ainsi de suite. Je me suis dit, à force, vous n'allez plus avoir envie de lire mes mails ou vous allez me mettre directement en spam. Donc, j'ai préféré faire une page. C'est une page simple d'atterrissage qui a été faite sur Strikingly et qui donne après des liens ou choses comme ça. Au passage, pour accéder à la visio du jour, j'utilise un outil de lien optimisé, on verra ça demain aussi, qui vous permet de faire des redirections. Et en fait, à chaque fin de session, je change simplement la cible de ce lien. En disant, bah, tiens, c'est plus la visio Zoom numéro temps, c'est la visio Zoom numéro différente. Et vous voyez sur mon schéma que je ne suis pas du tout… Ça ne fait pas partie du site web, ni de l'entreprise, ni de la boutique, ni de place de marché, ni chose. C'est juste parce que c'est une campagne, c'est juste une page temporaire pour ma campagne, qui va vivre le temps de cette campagne promotionnelle et qu'on
On peut très bien enlever après. Voilà. L'avantage aussi, c'est que ces outils me donnent des statistiques de qui consulte, à quel rythme, et ainsi de suite. Voilà, donc, au REP, on a utilisé ce striking list, je voulais partager juste en bas. Hein. Je peux vous partager l'autre qui permet de faire des redirections. Ça s'appelle Movandi. Si ça revient sous le lien. Ça, c'est pour faire la redirection. Et idem, si vous avez votre propre domaine pour votre entreprise d'entraînement ou choses comme ça, vous pouvez très bien utiliser un sous-domaine, mettre sur égrandir. C'est ce que nous on fait quand on met l.rep.fr. L pour les liens. En fait. L'idée, c'était de faire court surtout. Rubrandly.com, là, c'est pourquoi? C'est pour faire des redirections. Ah, oui. Des liens courts qui vous permettent ensuite, je vais vous montrer l'outil. Par exemple, le lien sur lequel vous avez cliqué pour ouvrir la visio, j'ai ensuite, après, la possibilité déjà de changer le lien, donc de mettre une nouvelle visio, ainsi de suite, une nouvelle réunion. Mais je vois combien j'ai eu de clics, à quel moment, d'où il venait, quel jour, quel navigateur vous utilisez, est-ce que vous êtes sur un smartphone ou une tablette. Voilà, j'ai plein de petites statistiques assez intéressantes. Donc, admettons, vous voulez mettre votre catalogue sur Calameo ou sur quelque part et vous voulez après savoir combien de personnes l'ont téléchargé, ou bien votre infographie, vous allez peut-être la publier quelque part et puis vous mettez un lien court et ça vous permet de voir qui c'est qui l'a consulté. Vous pouvez très bien poser une infographie sur votre OneDrive, créer un lien de partage et puis le mettre ici en lien court. On a fait ça de temps en temps. Sur les... Vous voyez ici, par exemple, c'était un lien sur SharePoint. Et comme le lien est tellement long et tellement moche à mettre et à utiliser, on fait un lien court. Et après, on voit qui c'est qui a cliqué sur le lien, combien de fois, ainsi de suite. Ça vous permet d'avoir une certaine cohérence dans vos liens, dans des choses comme ça. On va le voir ça demain ou... Oui, on va le voir demain. Après, c'est assez simple à faire. Et quand on est sur Strikingly, c'est pareil, quand vous mettez quand vous avez un site, vous avez des statistiques aussi. Notre site sur les liens visio a été visité 138 fois la semaine dernière. Pas un grand succès, hein, mais ça veut dire que... Voilà. Donc j'ai des statistiques de visite et je vois d'où sont venues les personnes. Est-ce que ça vient de Facebook, d'ailleurs, voilà. D'un emailing. Donc là, aujourd'hui, je l'avais envoyé à une collègue. Est-ce qu'on voit? Alors, elle m'a dit qu'elle l'avait consulté. On le voit, non, ou pas? Alors, j'aurais peut-être pas les consultations individuelles de chacun. Vous savez d'où ça vient? On sait à peu près, mais la plupart, vous voyez, 128 en trafic direct. Donc, 128, ce sont des personnes qui ont tapé l'adresse ou qui ont fait copier-coller de l'adresse directement dans leur navigateur. Et après, on en a un certain nombre qui viennent soit
vous voyez, ça vient d'un webmail. Donc, c'est quelqu'un qui a cliqué depuis son mail sur son webmail. Oui, donc là, j'avais envoyé un mail. Ouais. Mais la plupart du temps, on va avoir en trafic direct si on a mis une adresse directe. Le trafic direct, c'est peut-être nous, puisque... Non? Bah, si vous utilisez le lien qui est dans les mails et que vous êtes depuis votre application Outlook, oui, parce que ça va vous ouvrir un navigateur où il y a tout de suite l'adresse. Et ce n'est pas un clic d'une page à une autre. Vous auriez ouvert sur un webmail, là c'est différent. Oui, moi j'ouvre d'un webmail. Mais la plupart du temps, bah, vous ouvrez une nouvelle fenêtre, il y a tout de suite l'adresse du site, et puis là, du coup, bah, ça va vous compter une visite en trafic direct. Mais au moins, vous avez ici directement la possibilité de visualiser par rapport à votre campagne commerciale combien de personnes sont venues visiter votre site. Donc ça fait partie des analyses et ajustements que vous pouvez faire dans votre campagne. Et vous pouvez peut-être le mettre en relation avec un lien court que vous auriez fait sur Rebrandly. Il y en a d'autres, hein, il y a bit.ly, il y en a d'autres comme ça qui... D'autres questions? Moi, j'avais une question, mais alors qui n'a rien à voir avec tout ça. Enfin, si, parce qu'il y a quand même des liens, on s'aperçoit qu'il y a des liens un petit peu avec tout. J'ai eu une conversation un peu musclée hier avec des amis concernant Zoom, où ils me disaient que Zoom était un outil dangereux, qu'il allait récupérer des données sur Facebook et compagnie. Voilà. Est-ce vrai ou pas? Je voulais avoir votre avis. Alors, à mon avis, Zoom est un outil qui, effectivement, mal utilisé, peut être assez intrusif. Rien ne vous empêche de le sécuriser un peu. Il y a eu, par exemple, pendant un certain temps, une grande polémique parce qu'il y a des gens qui se faisaient polluer leurs réunions, hein, où il y avait des intrusions dans les réunions parce qu'ils n'avaient pas mis de mot de passe, par exemple, pour pouvoir y rentrer ou choses comme ça. Personnellement, dans l'outil Zoom, je n'utilise pas la partie chat, contact. Je ne laisse pas l'outil ouvert en permanence dans mon ordinateur. C'est-à-dire, je vais ouvrir l'outil Zoom quand j'ai besoin de faire une visio, comme ça. Le reste du temps, je le referme. Je ne le laisse pas ouvert. Et effectivement, il y a des personnes qui ont choisi de partager énormément de choses avec Zoom, mais vous avez beaucoup de paramétrages assez fins que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir dire bah non, je ne partage rien. Et voilà. OK. Il y a des polémiques. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, il y a des feux de paille. C'est-à-dire que Zoom est une application là qui a grandi très vite en période de confinement. Forcément, elle fait du tort à d'autres. Et ces autres vont aussi éventuellement aller publier sur les réseaux sociaux des intox, des infox et j'en passe, en disant oui, mais il y a tel problème de sécurité et tout, histoire de faire peur aux gens, histoire que les gens n'aillent pas dessus. Voilà. Donc ça aussi, c'est un aspect toujours bien vérifié techniquement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Après, ça reste une société américaine qui fait ce qu'elle veut de ses données, hein, on est d'accord. Maintenant, si on n'a pas beaucoup de choses à cacher ou autre, voilà. Effectivement, je n'irai pas modifier des mots de passe ou choses comme ça en étant en partage d'écran et en étant sur un enregistrement. Oui, pour qu'ils puissent avoir accès à nos données, nos mots de passe, etc., il faut quand même être connecté. C'est à ce moment-là que ça se fait. C'est pas d'accord. C'est pas le fait d'avoir chargé Zoom sur son ordi. Non, c'est pas Zoom qui de lui-même va partager comme ça plein d'infos. Non, non, c'est les manipulations que vous allez faire pendant vos réunions et surtout dans les chats. En fait, vous avez plusieurs onglets hein, dans l'application Zoom quand vous l'avez installée. Vous avez notamment la partie contact, la partie chat et choses comme ça. Et en fonction de ce que vous mettez là-dedans, bah oui, effectivement, je n'irai pas mettre vos mots de passe, par exemple, dans une conversation de groupe Zoom. OK. Pendant une réunion.
Ça fait partie des choses qu'on évite de faire. Voilà. Maintenant, nous, on a choisi de l'utiliser uniquement pour cet aspect sympathique où on se voit tous, parce que c'est quand même plus sympa que sur Teams où on ne voit que 4 vidéos, même s'ils ont promis d'améliorer la chose. Hein. Mais quand il s'agit, par exemple, si vous travaillez avec vos stagiaires et vous dites à vos stagiaires de travailler à plusieurs sur quelque chose ou ainsi de suite, ou vous voulez travailler avec eux, privilégiez peut-être des outils de type Teams ou Google Meet ou autre. Voilà. Maintenant, personnellement, je ne pense pas que Google Meet soit beaucoup plus sécurisé ou protégé que Zoom. Je ne pense pas que Messenger soit beaucoup plus sécurisé ou protégé que Zoom. Je ne pense pas que WhatsApp soit beaucoup plus protégé et sécurisé que Zoom. Ouais, ils étaient sur Wildix. Comment? Ils étaient sur Wildix pour des visios. Et qu'est-ce qui leur prouve que celui-ci sera plus sécurisé qu'un autre? Tout à fait. D'accord. Donc, je pense qu'il y a de toute façon, effectivement, Pierre vient de nous partager un certain nombre de liens. Mais, alors, il y a des liens qui créent la polémique, d'autres qui sont vraiment techniques et qui expliquent, mais qui expliquent aussi comment sécuriser. Après, je pense qu'il faut rester prudent sur quelle que soit l'application que vous utilisez, de ne pas stocker vos cartes de crédit, vos mots de passe, vos choses comme ça, ou de ne pas les envoyer sur des chats de conversation de ce type-là, quel qu'il soit, quel que soit l'outil. Personnellement, je n'aurais pas confiance non plus en un WhatsApp, même s'il dit que tout est crypté de bout en bout. Parce que ça appartient à Facebook et que Facebook fait ce qu'il veut de ses données. Voilà. Donc, on ne lit pas toujours non plus toutes les conditions générales d'utilisation qui sont écrites en tout petit, voilà, et qui donnent souvent l'autorisation à l'éditeur de la solution d'utiliser beaucoup de choses. Oui. Voilà. Donc, après, si vous voulez, on peut une fois faire une thématique là-dessus. Il y a des belles ressources, notamment du côté de l'ANSSI, hein, ssi.gouv.fr. Vous allez trouver notamment les guides de l'hygiène numérique, des choses comme ça. Donc, c'est des bons conseils aussi, peut-être à prodiguer à vos stagiaires, pour leur dire attention, quand vous travaillez sur des choses que vous voulez partager, balancer un fichier par Messenger, ce n'est pas forcément très privé. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vie privée sur Internet. À partir du moment où vous connectez un ordinateur, il est plus privé. Ça, après, c'est chacun son niveau aussi de connaissance et de compétences pour aller pirater une communication. C'est peut-être bien que ce soit entendu par les stagiaires, tout ça, parce que des fois, ils font un peu tout et n'importe quoi sur les ordis de l'EEP aussi. La facilité n'est pas toujours, je dirais, de bons conseils. Parfois, un outil un petit peu plus compliqué, mais un peu plus sécurisé. Voilà. On a des outils type Office 365 qui sont quand même déjà un peu plus sécurisés. Quand on demande à des responsables sécurité ou à des gars qui expliquent un peu la sécurité informatique et choses, ils vont effectivement plutôt s'orienter sur des outils de ce type-là. Dire, oui, un Dropbox, c'est assez sécurisé. Un Office 365, un OneDrive, des choses comme ça, ça reste assez sécurisé. Pour peu qu'on maîtrise aussi avec qui on partage l'information. Voilà. Mais effectivement, il y a d'autres services qui le sont beaucoup moins. Okay, d'accord. Et c'est rigolo de voir des réactions très épidermiques de gens qui disent qu'il ne faut pas utiliser Zoom, mais à côté de ça, ils utilisent WhatsApp. Oui. Alors que WhatsApp s'est retrouvé pendant un certain temps, et c'est toujours le cas d'ailleurs, les groupes que vous créez sur WhatsApp, les conversations et les numéros de téléphone mobile sont disponibles publiquement sur Google derrière. Juste parce qu'ils n'avaient pas sécurisé la chose, et visiblement volontairement. Donc voilà, quand après quelqu'un me dit ouais, nous on utilise WhatsApp, c'est crypté, oui, mais quand vous êtes sur un groupe WhatsApp, la conversation du groupe WhatsApp, si je cherche un petit peu, que je sais manier Google, je vais la retrouver. Voilà. Donc c'est très rigolo, hein, les réactions épidermiques de certains qui disent ouais, Zoom, surtout pas, parce que voilà. C'est vrai, c'est pas WhatsApp, c'est mieux. Oups. Alors nous avons reçu un message de ne pas utiliser Discord. Alors, je ne connais pas, j'aimais pas. Discord, c'est pareil. Vous avez des serveurs privés et des serveurs publics.
Vous pouvez très bien être sur Discord avec des serveurs publics qui ne sont pas du tout sécurisés, comme vous pouvez créer vos propres serveurs Discord privés. L'université de Saint-Étienne, par exemple, par son antenne Télécom Saint-Étienne, a créé 2 serveurs Discord privés pour faire leurs cours en ligne. Mais c'est des serveurs qui sont hébergés chez eux et ils ont mis la sécurité qu'ils ont bien voulu mettre. C'est de l'open source. Hein. Ouais. Donc, mais si vous utilisez des serveurs publics et des chatrooms publics, ben oui, effectivement, vous exposez vos données. Chaque outil, quel qu'il soit, nécessite quand même qu'on se pose la question de comment on l'utilise. Vous pouvez très bien utiliser Skype, c'est pareil, mais vous pouvez faire des groupes publics sur Skype. Et quand vous faites un groupe public sur Skype, tout ce que vous mettez dessus sera public. Alors, c'est vrai que maintenant, avec les cookies aussi, quand on ouvre des pages, tout le temps, on nous demande en fait si on veut, si on accepte en fait que les données soient transmises à des partenaires, etc. Alors, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de bloquer ça une fois pour toutes, pour tout le monde? Là, alors, j'essaye quelquefois de refuser les accès aux partenaires, mais c'est vrai que c'est un peu pénible à chaque fois qu'on veut aller sur un site de passer par cette démarche. Alors, quelquefois plus ou moins facile selon les sites. Quelquefois, on peut bloquer, refuser tout et enregistrer rapidement. Puis quelquefois, il faut tout faire défiler. Enfin... Alors déjà, ça se durcit un peu même pour les développeurs, hein. Notamment les dernières mises à jour de Google Chrome, par exemple, si vous avez dépassé la version 80, interdit un certain nombre de pratiques dans les cookies, pratiques qui peuvent parfois même poser des soucis. Le souci en fait des cookies, c'est toujours de trouver le juste milieu, le juste curseur. Il y a un certain nombre de cookies qui sont utiles. Je prends l'exemple, vous allez sur Office 365, vous vous connectez, il vous pose la question, est-ce que vous voulez rester connecté? Quand vous voulez rester connecté, il va mettre un cookie crypté sur votre ordinateur qui fait que il saura, dès que vous ouvrez un nouvel onglet, que vous êtes connecté tout au long. Et c'est seulement à partir du moment où vous allez dire « je veux me déconnecter » qu'il va flinguer le cookie et qui va donc vous déconnecter concrètement. Mais vous pourriez très bien aussi dire « je vide tous mes cookies ». Quand vous rouvrirez la fenêtre, vous ne serez plus connecté parce qu'il a perdu ça. Donc il y a des cookies qui sont utiles, comme des cookies qui sont utiles à la navigation sur un site, qui vont garder vos préférences et choses comme ça. Ces outils qu'on voit par exemple là, comme Canva, vont utiliser des cookies pour garder un petit peu quelles sont vos préférences, quelle était la dernière infographie sur laquelle vous étiez, ainsi de suite. Donc, il y a une communication qui est utile parce qu'on enregistre 2-3 petites choses sur l'ordinateur pour ça. Il y en a d'autres qui, effectivement, sont totalement inutiles, qui sont à but ou à vocation purement publicitaire. Donc, vous allez, par exemple, faire une recherche sur Google par rapport à, je ne sais pas moi, des produits de jardinage, admettons. Demain, vous allez sur Facebook et vous allez retrouver dans les pubs que vous voyez régulièrement tous les 5 ou 6 posts du mur, vous allez retrouver des produits de jardinage, comme par hasard. Ça, c'est quoi? Ce sont des cookies de traçage qui, effectivement, ont mémorisé que la dernière fois que vous étiez sur Amazon, vous avez cherché des produits pour faire des bulles, et puis pendant 15 jours, 3 semaines, on vous proposera de toute façon des produits pour faire des bulles, où que vous soyez. Parce que ce sont des syndications ou des partenariats publicitaires. C'est vrai que les transmissions aux partenaires, des fois on voit des listes, mais incroyables. Et bon, quand on ne coche pas, le lendemain on reçoit plein de pubs, de spam, etc. Et ce qui n'est pas normal, c'est que vous avez un certain nombre de sites qui ne vous proposent pas de le refuser. On vous dit accepter ou rien du tout. Ouais. Et voilà. Et l'option de refuser n'est pas là, alors que vous devriez pouvoir avoir une option pour refuser systématiquement ça. Mais vous ne pouvez pas le caler dans votre navigateur. Sauf à dire, je ne veux plus de cookies du tout. Et si vous refusez toutes les cookies, vous allez avoir un certain nombre de sites qui, du coup, marcheront beaucoup moins bien. Ah ouais. Donc, malgré ce qu'on a voulu mettre en place au niveau de l'Union européenne, d'obliger cette communication sur les cookies, ça n'a pas résolu le problème, puisque la plupart des sites ne se sont pas vraiment mis en conformité. Ils vous ont juste mis un message, mais c'est tout. Nous-mêmes, quand vous allez sur le site extranet du REP et que vous vous connectez, il y a un cookie de session qui, lui, est supprimé automatiquement après, mais il y a un cookie de session qui maintient d'une page à l'autre le fait que vous soyez connecté.
Mais ça se durcit un peu du côté des navigateurs, donc peut-être qu'effectivement, petit à petit, on aura moins de problèmes, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas 100% optimiste là-dessus. Parce que malgré ce durcissement, c'est quand même encore facile de contourner. C'est cet après-midi la formation sur Sendinblue, c'est ça, 16h? Non, Sendinblue, ça sera mercredi. Demain, on va voir les pages d'atterrissage avec Strikingly. Mercredi, on verra Sendinblue donc pour créer un emailing publicitaire. Et jeudi, on verra par exemple Hootsuite et Buffer pour pouvoir publier sur les réseaux sociaux. C'est des outils qui publient. J'avais noté 16h cet après-midi. Alors, cet après-midi, 16h, oui, on vous propose une visio pour pouvoir parler et échanger avec des collègues formateurs québécois. Ah oui, oui. Donc, ils ont bien envie de causer un peu avec vous sur comment vous êtes organisé au niveau de vos stagiaires pour le télétravail, choses comme ça, et aussi d'échanger, de partager sur comment on peut redynamiser un peu les relations commerciales entre vos EEP. Donc, je sais qu'il y en aura au moins 5-6 qui vont venir, une personne qui viendra un peu après 16h, mais voilà, il y a de l'intérêt en tout cas, ils ont envie de venir causer avec vous, donc venez nombreux. Ok. Puis c'est l'occasion d'échanger avec eux. Je pense que si on arrive, enfin, si la mayonnaise elle prend par rapport à cette visio-là, je pense qu'on pourrait par exemple dire une fois par semaine de se rencontrer avec eux, ça serait sympa. Ça permet de créer cette dynamique d'échange un petit peu entre EP et entre réseaux. Donc ça peut être sympathique d'essayer de... Voilà, c'est un essai qu'on fait, on va voir ce que ça donne, si on arrive à se comprendre malgré les accents. Voilà. Et si vous voulez, je peux refaire un petit mail avec le programme de toute la semaine, des choses à venir, il n'y a pas de souci. Mais tout est sur la page, là, tout est résumé. Tout est sur la page web. Oui, oui, il y a juste à cliquer. Enfin, tu peux refaire un mail, mais bon, c'est bien fait. Juste à cliquer et ouvrir les fenêtres. C'est la révolution. C'était le but de cette page web temporaire. Et puis le lien va être mis dès qu'il est prêt. D'autres questions? Non, c'est très bien. Alors, il me reste à vous souhaiter un bon appétit et puis à vous dire à tout à l'heure 16h. Oui, d'accord. Merci. Merci, vous aussi. Bon appétit. Merci bien. À tout à l'heure. Bien. Au revoir. Au revoir.